Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau montée de niveau et je suis accompagné cette semaine de monsieur Philippe Murray de la chaîne Des Vainqueurs et Des Vaincus qui vient échanger avec moi, bien sûr, piger des petites questions au hasard et savoir un peu qu'est-ce qui va en sortir. Mais avant toute chose, monsieur Murray, ça va bien? Ça va super bien, Pépé. Tu permets que je t'appelle Pépé? Absolument. OK, mais ça va super bien, Pépé. Très content d'être là avec toi pour discuter jeux de rôle. Et oui, écoute, je suis vraiment content aussi de t'avoir parce que comme je l'ai mentionné un peu en prémisse, on a eu souvent, en fait, Louis-Philippe qui est venu à la chaîne. Oui. Puis j'ai eu même une fois, j'ai eu Elisabeth qui était venue pour un montée de niveau également. Fait que j'étais content de pouvoir un peu avoir quelqu'un d'autre. J'ai-tu dit Elisabeth? Andréane? Oui, ben tu as eu Elisabeth aussi à monter de niveau. J'ai eu Elisabeth aussi, mais j'ai eu aussi Andréane, c'est ça, Andréane Moses, qui était venue aussi à monter de niveau. Fait que, mais merci d'avoir. J'étais comme, je te regardais, tu faisais une drôle de face. J'étais comme, ouais, je pense que je me suis trompé de nom. Mais ben oui. Non, mais c'est parce qu'il y a des discussions qu'elle peut faire aussi avec Elisabeth. C'était pas dans le champ. C'était pas complètement, c'était pas 100%, 90% dans le champ. Mais, soit dit en passant, très content de t'avoir avec moi, très content de pouvoir échanger justement jeu de rôle avec toi et de se connaître un peu ton opinion, savoir un peu tes saveurs, qu'est-ce que tu préfères, es-tu plus chocolat vanille, choses comme ça. Mais avant qu'on saute dans le bain, quoi de neuf de ton côté? Qu'est-ce qui se passe de bon ces temps-ci dans votre crew? Dans notre crew, de notre côté, dernièrement, j'ai commencé à faire des entrevues avec les joueurs de Des Vainqueurs et Des Vaincus dans une mini-série que j'ai intitulée Des 12 échanges. Mm-hmm. Petit jeu de mots ici là, avec des 12 que j'aime beaucoup. Et au moment où on se parle, je suis en train de monter la finale de Des Vainqueurs saison 2 et j'appréhende le montage de Des Vaincus là, qui va se passer durant l'automne. OK. C'est toi qui fais le montage? Oui, depuis cette année, en fait, je suis 100% dédié là, à monter la majorité des trucs, sauf les épisodes one-shot. Je pense que Louis-Philippe a fait la majorité là, des one-shots et des épisodes spéciaux, mais toute la saison des Vainqueurs, c'est moi qui ai monté ça. OK. Je savais pas. Juste par curiosité, hein, c'est tout le temps ça, là, quand on commence à me donner de l'info, j'ai comme des sous-questions qui embarquent. Là. Juste par curiosité, est-ce que tu fais le montage avec comme Adobe ou la suite Adobe ou tu utilises quoi en fait? Non, je travaille dans Pro Tools, en fait, pour faire le montage. J'ai des aptitudes en audio, là, c'est mon domaine d'études spécifique. Fait que, étant donné qu'on fait un podcast audio seulement, ben, ça me permet là, de me lancer là-dedans puis d'aller chercher un peu une qualité audio intéressante pour l'auditeur, là, j'espère. Okay. Très intéressant. Ben, écoute, on va assurément revenir parce que j'ai des questions. Je suis allé fouiller un peu dans ton passé, puis j'ai des questions spécifiques à ta manière de vivre et tout. Fait qu'on va revenir là-dessus si jamais je les pige. Parce que pour les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas familiers avec la formule, comment ça fonctionne, eh bien, j'ai une liste de questions que j'ai rentrées dans un espèce de petite roue de fortune aléatoire qui va, dans le fond, me sortir des questions comme ça, sans vraiment que je les choisisse précisément. Il y a des questions qui sont spécifiques à Philippe, il y a des questions qui sont très générales, qui auraient pu être posées à n'importe qui. Et bien sûr, M. Murray a, dans le fond, on va dire, la politesse de pouvoir refuser ou non certaines questions si, admettons, il décide, celui-là est plate, on change, c'est un problème. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé une fois. Fait que, si c'est arrivé une fois, ça peut arriver 2 fois. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Fait que, rendu là, c'est à toi de voir, mais sans plus attendre, Philippe, est-ce que tu es prêt? Oui, j'aime ça qu'il y ait une part de hasard relative au jeu de rôle dans tes entrevues. C'est très thématique. Mais écoute, j'aime ça. J'ai essayé de trouver comme... je sais pas, je cherchais comme un jeu de mots avec un dé quelque chose, puis il n'y a rien qui m'est venu. Hey, on les a brûlés, ceux-là. Là. Mais pour vrai, tantôt, je réfléchissais, puis j'étais comme genre, il pourrait faire une série avec du monde, genre, que ça se passe dans un chapiteau avec des cirques. Ça pourrait s'appeler des Ciscarciens, comme. Ah, ouais, genre... ouais. Mais il y a quelque chose avec les D4, il y a à faire aussi, éventuellement. Là, on en propose souvent comme ça sur le fly. Ça fait partie en fait de mes questions, mais je vais essayer de ne pas trop rentrer là-dedans non plus. OK, on se lance, c'est parti. Fait qu'on y va avec une première question au hasard. OK, question générale. OK. Comme s'il y a des catégories. Question biologie. Donc, question générale. Pour toi,
l'importance des règles dans une partie? Hey, c'est de moins en moins important. Okay. On en a parlé, je pense que j'en ai parlé avec les intervenants des 12 échanges beaucoup là, de ça, puis je me rends compte que dans notre groupe, là, les règles, c'est pas vraiment pour ça qu'on est là. Okay. Puis surtout, moi, les règles, ça devient plus des mécaniques que j'utilise que ce que je joue principalement. Je ne joue pas ma fiche de personnage. OK. J'essaie plus de jouer mon personnage, puis de l'interpréter au travers des mécaniques qui existent dans D&D, mais je ne joue pas les règles à proprement parler. OK. Donc, ça pourrait ne pas être D&D, ce serait pas grave. Oui, mais je trouve que D&D ratisse assez large pour faire n'importe quoi avec. Mm-hmm. Fait que c'est principalement dans ce jeu-là que je joue, mais on a fait des excellentes parties, mettons, de Ghostbusters que j'apprécie beaucoup, ou You Awaken in a Strange Place, là, que tu peux rouler sur un coin de table là, puis partir ton aventure. Je trouve ça super le fun aussi. Puis... Oui, vas-y, excuse-moi. Non, vas-y, c'est toi l'invité. Mais il y a aussi quand tu es devenu l'apôtre de DCC au Québec, là, tu m'as convaincu. Ouais, j'ai lu le livre et pendant un mois, là, j'étais complètement DCC. Puis finalement, j'ai trouvé personne avec qui jouer. Fait que je suis retourné jouer à D&D. T'es-tu sérieux? Ben là, il va falloir arranger ça. Il va falloir arranger quelque chose. Mais voyons, t'es sérieux? En plus, j'ai déjà joué. Je sais pas si tu savais, mais j'avais déjà joué avec votre gang. Hein. J'étais déjà venu faire comme un one-shot en audio avec Louis-Philippe. Oui. Il y avait Anthony. Puis je me rappelle plus c'est que la troisième personne qui était là. Mais c'était DCC. Okay. Mais OK, mais écoute, il va falloir raviver la flamme dans ton cœur. Il va falloir faire de quoi? J'ai aucun problème à faire ça. Je pourrais jouer d'autres systèmes, mais étant donné que raconter l'histoire, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus, puis que j'ai déjà intégré toutes comme les règles et les dynamiques de D&D, c'est un canevas qui est vraiment plus facile pour moi d'explorer sans me soucier des rouages en coulisses, mettons. OK. Ben écoute, moi, je suis très. Je respecte à 100% ça à mesure que le temps avance, à mesure que j'essaie les systèmes. Puis des fois, je trouve de plus en plus mon plaisir dans quelque chose de très minimaliste, justement, qui va être modulable selon le gré des besoins. Fait que, très bonne réponse. Merci, M. Murray. Bon, regarde, on commence avec une bonne réponse. On commence avec une bonne réponse. Je prends ça en note. On continue avec la prochaine question. Et ça tourne au hasard. OK, question spécifique pour toi. Et là, il faut une petite mise en contexte tout de même. Philippe, dans la partie pour les personnes qui nous écoutent, dans la partie des vainqueurs, il joue un des frères Saucier. Oui. Et là, ma question étant, comment est-ce que vous en êtes arrivé avec le concept des frères Saucier? Ça partit de où, cette histoire-là? Ben, c'est une belle histoire, je pense. C'était pendant la session 0, évidemment, de ce podcast-là, où on se demandait qu'est-ce qu'on allait jouer. Puis là, moi et Étienne, l'autre frère Saucier, on est des amis de longue date. Et on s'est dit on allait créer des personnages qui avaient un lien ensemble. Fait qu'on a parti du principe des frères jumeaux où mécaniquement, le concept, c'est qu'on allait rouler les dés de stats une fois pour les deux. Puis qu'on allait les attribuer à des stats différentes selon la classe qu'on prend, mais qu'on faisait juste un roll de dés puis qu'on dealait avec ça. Ça, c'était la prémisse. Je comprends pas dans le sens où vous avez roulé comme 12 fois au final au lieu de 6 ou... Non, c'est ça. On a roulé 6 fois, mais on a les mêmes stats. On les distribue à des endroits différents, mais vu qu'on est jumeaux, on a comme les mêmes aptitudes de base. Mm-hmm. Mais tu sais, chacun a ses forces, ses faiblesses là, à l'intérieur des jumeaux. Mais c'était ça notre principe là, à la base. Puis après ça, on s'est demandé qu'est-ce que nos personnages pourraient faire. C'est sûr qu'on ne veut pas jouer la même classe. Mais il faudrait quand même qu'il y ait un lien dans leur intérêt. Puis je pense qu'on a brainstormé peut-être sur des cuisiniers. On trouvait ça trop beige. Fait qu'on est allé chercher plus profond. Puis on est arrivé avec des sauciers. C'est inspiré à la fois d'un personnage dans Décideret, interprété par Dom, qui fait un saucier à un moment donné. Okay. Dom des Picbois. Ouais. Qui fait un saucier. Puis aussi Joël Martel, qui par rapport à ça, fait une chanson sur son album Salade mentale sur un saucier. Puis ça nous a beaucoup marqué d'une certaine manière, cette histoire-là. Puis inconsciemment, c'est revenu, j'ai l'impression, dans notre création de personnage. Puis c'est comme ça qu'on est arrivé avec les sauciers. Puis quant à l'interprétation, même je pense 15 minutes avant la game, on ne savait pas comment qu'on allait interpréter ces personnages-là. Ouais. Puis c'est Étienne, je pense, qui s'est mouillé en premier, qui a essayé une voix là, parce qu'il fallait qu'il parle. Là. À un moment donné, tu fais poser une question, il faut t'interpréter ton perso. Puis il est allé avec un mix, encore une fois, inspiré d'ici des raids du personnage de Claude Robinson, de Dom encore.
Oh mon Dieu. Puis il l'a comme adapté, puis moi j'ai essayé d'embarquer dans une voie similaire, puis au fil du temps, nos voix se sont un peu décalées, puis on est tombé dans nos pantoufles, tu sais. Mais c'est parti de ça. C'est incroyable, c'est vraiment comme de la. Ils sont vraiment une inspiration du Québec web, là. C'est comme ils proviennent de l'Internet et québécois. Oui, puis si je peux ajouter, là, par rapport justement, on a un lien pour les gens qui ne sont pas au jus là, avec le dieu de la sauce, Griva, Oui. qui est un dieu existant dans l'univers de Des vainqueurs et des vaincus. Puis à la base, ce qu'on avait dit à LP, c'est nos personnages sont persuadés qu'il existe un dieu de la sauce, mais lui, dans sa prémisse de Panthéon, il n'y avait pas de place là, pour un dieu de la sauce, il y avait 3 divinités. Bon, il a dit, ben, ça peut, soit que ça existe, soit qu'on se fait niaiser par un autre dieu. C'est toi qui vois vraiment comme comment l'interpréter. Puis il y a eu l'ouverture d'intégrer la sauce dans son panthéon. Puis maintenant, ça donne lieu là, à, je sais pas, tout le plaisir qu'on peut avoir avec ces personnages-là. Là. Oui, parce que c'est rendu comme. C'est vraiment important, là. C'est Oui. vraiment important. Tu as répondu en même temps à ma sous-question qui était genre, est-ce que LP avait déjà pondu quelque chose en prévision de ça ou c'est vraiment vous qui apportez ça sur la table et il a dû comme rajouter ça un peu à son univers, puis là, de ce que je comprends, il a rajouté ça à son univers vu votre prémisse. Mais c'était pas de l'imposer à LP non plus. Non, mais sans dire à l'imposer, c'est que vous l'avez proposé, puis oui, il l'a inclus, là. Mais c'est ça. Fait que ça finit qu'il y a un dieu de la sauce dans cet univers-là, puis ça a donné aussi, ça a ouvert la porte à ce qu'il y ait d'autres divinités, des affaires weird comme ça qu'on peut placer au gré de l'aventure aussi. Okay. Ben, très intéressant. D'ailleurs, pour les personnes qui nous écoutent, je vous conseille fortement d'aller voir justement la campagne des vainqueurs. C'est une des campagnes que j'écoute religieusement chaque semaine lorsqu'elle sort. Fait que je suis bien content. Merci. Ben écoute, pour vrai, j'ai eu du gros plaisir à vous écouter. Puis les frères Saucier, autant, c'est une chose que j'apprécie beaucoup justement de votre aventure, c'est autant il y a un aspect qui est très humoristique, qui est très plaisant, qui est très présent, sauf que l'humour n'est pas, dans le fond, on va dire le support ou la base à la narration. Il est plutôt comme un ajout. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est pas au détriment de l'histoire. C'est ça exactement. Ça ne repose pas sur l'humour, ça repose sur la narration, l'histoire, les relations entre les personnages. Et en plus, ben, il est si saupoudré justement d'une bonne dose humoristique qui est bien présente et bien appréciée. Fait que pour moi, c'est beaucoup de jeux de mots. On peut pas s'empêcher de faire des jeux de mots. Sans cesse. Puis des fois, ça m'impressionne beaucoup. Des fois, je comprends pas. Je suis comme, ouais, qu'ils font pour autant en si peu de temps. Puis ça m'a tout le temps impressionné du monde qui font ça. Je suis vraiment pas changé de mots. Ouais, c'est des années d'improvisation théâtrale, je pense, en commun qui. On a été drillés à ça. Ouais. Ça se peut que j'y revienne. J'ai des questions sur l'impro. OK. Si jamais je les pitch. On y va avec une prochaine question. Ouh, ça tourne. Ça tourne dans le vide. Et la question étant, est-ce que tu DM un peu aussi? Oui, j'ai DMé ma propre partie avec des amis. J'ai commencé ça dans le temps des fêtes, je pense, il y a 2 ans. OK. Ou 3 peut-être déjà. Tu sais, le temps, ça passe vite. Et c'est parce que, ouais, c'est ça, c'est qu'on avait besoin peut-être d'un lieu de rassemblement social en pandémie pour se rencontrer. Puis justement, on jouait beaucoup avec des vainqueurs. Puis je lisais les livres. Je me disais, je pourrais monter mon aventure puis faire un truc. Fait que oui, j'ai DMé. J'ai commencé avec un univers propre à moi, très inspiré de la culture québécoise, un peu au sens là où Pierre-Louis Renaud de Etu Games, c'est ça? Oui. Il faisait ça beaucoup dans sa game avec les appendices là, où il y a beaucoup de NPC qui étaient interprétés par des vedettes québécoises. Mm-hmm. Puis je trouvais que ça faisait un contexte super facile pour les joueurs d'identifier, ce personnage-là est comme ça parce qu'il est interprété par Pierre Lebeau. Fait évidemment, c'est un personnage un peu crosseur avec une grosse voix. Tu vois le genre. Ça permet de créer des NPC très caractéristiques vraiment rapidement. J'ai utilisé ça. Puis rendu à peu près au niveau 3, j'avais le goût d'explorer d'autres choses. Puis je suis allé chercher dans les aventures préexistantes. J'ai roulé Forge of Fury. Ah ouais, OK. On a beaucoup apprécié. Puis on l'a fait au complet. Ça a pris vraiment beaucoup de sessions. Puis j'étais un peu crazy quand j'ai fait ça. Là. Fou pour les gens qui ne parlent pas anglais. J'étais un peu fou. J'ai tout retranscrit dans un OneNote, puis je l'ai traduit en français. Puis je me suis mis toutes les indications de comme cette porte-là, c'est un DC20, puis avec la couleur, tout le kit. Je suis parti sur un trip. Là.
Hey, mais c'est de la job, là. Ben, je le faisais au fur et à mesure. Je pense que j'ai un bon niveau d'anglais, puis c'était pas illustre là, comme travail, vraiment, mais ça prenait beaucoup de temps juste l'écrire, tu sais. Mais ça faisait que, tu sais, l'écrire, c'est l'apprendre, là, comme dans... Fait qu'après ça, je connaissais bien le donjon aussi, puis j'étais au fait de ce qui se passait là, dans chacun des niveaux. Puis j'ai refait la même chose avec le niveau 1 du Dungeon of the Mad Mage. Sauf que là, c'est il est arrivé l'affaire classique qui arrive avec les sessions de D&D. On a joué une game, puis on l'a pas rejoué depuis. Le niveau 1, c'est celui-là avec les faux vampires. Hein? Oui, exactement. Okay. Exactement. Désolé pour les personnes qui nous écoutent, je viens de spoiler de quoi au premier niveau. Ouais, c'est plate un peu. Mais en même temps, il existe des variantes où tu peux faire que c'est des vrais vampires. Puis, oui, pourquoi pas? Ben, j'ai lu beaucoup de Reddit là, pour essayer de crafter ce niveau 1 là pour qu'il soit intéressant, mais c'est ça. Fait que j'ai roulé ces aventures-là dans ma propre game en tant que DM. Puis j'ai vraiment pris goût à rouler des donjons parce qu'on ne fait pas ça dans des vainqueurs. Oui, effectivement. Parce que ça fait un très mauvais spectacle. Des donjons. C'est vraiment horrible, surtout que nous autres, on le fait audio. Fait que les maps, là, ça tue vraiment le plaisir pour tout le monde parce que les joueurs commencent à dire ben, je m'en vais là. Je bouge à côté de lui. J'attaque celui-là. Puis si tu n'as pas le visuel, ça devient super plat. Puis toi, en tant que DM, il faut que tu te décrives qu'il y a un couloir. Puis là, ça tourne à gauche. ça tourne à droite. Exactement. Ouais. Fait que, le fait qu'on jouait justement en ligne, ben, on avait la carte sur Roll20. Puis je trouvais que c'était vraiment un mode de jeu en ligne qui était parfait pour rouler des donjons. Fait qu'on a eu vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. OK. Mais je suis très content d'entendre ça parce que je suis un grand fan fini justement de donjons. J'aime ça du dungeon crawl. J'aime ça comme creuser dans des souterrains puis se promener dans des tunnels, même si effectivement ça fait un terrible spectacle. Il faut vraiment que genre ça soit très clair ou soit très interactif là, parce que sinon, effectivement, c'est vraiment pas, justement, c'est pas stimulant du tout. Mais j'ai une grande amour pour les donjons. Fait que je suis très content d'entendre ça de ta part. Et justement, là, ça me fait. J'ai plein de sous-questions là, quand Vas-y. Tu m'as mentionné plein de choses. Là, j'ai plein de sous-questions. Forge of Fury, on s'entend, tu as décidé de faire ça. C'est drôle parce que justement, c'est pas. Écoute, c'est pas. Je vais pas dire ça de manière péjorative, c'est pas du tout ça que je veux m'en aller vers ça. Sauf que je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi, on va dire, trempé justement dans, on va dire, les modules préfaits qui sont peut-être moins connus que les grands de ce monde comme Curse of Strahd ou même genre Tomb of Annihilation. Parce qu'on s'entend, Forge of Fury, oui, c'est un module qui était quand même populaire à la 3e édition dans le temps, puis après ça, il a été transposé à la 5e dans Yawning Portal. J'imagine que c'est la version du Yawning Portal que tu as faite. Oui. C'est là que je l'ai trouvé, en fait, parce que je cherchais une aventure qui n'était pas interminable. OK. Je voulais juste un petit module. Hey, vous avez une quest qui s'en va là à partir de l'univers préexistant que j'avais créé. Je les envoie dans une montagne X. Puis je savais qu'on revenait à un moment donné puis qu'il allait se passer d'autres choses. T'sais. OK. Puis est-ce que c'était encore dans une thématique québécoise avec Claude Legault en dragon ou des choses comme ça? Ou... Dans la forge en soi, c'était vraiment propre au caractère de l'aventure, mais il était accompagné par Laurent Duvernay-Tardif qui était ultra vantard tout le long, puis ça avait rajouté une petite coche là, de gossant. Là, OK. C'était-tu comme un médecin? C'était-tu comme un cléric? Non, c'était un rôdeur, puis qui gagnait tous les concours de chasse, puis qui était vraiment. Qui se pétait les bretelles avec ça. Oui, c'est ça. OK. Parfait. Ben écoute, je suis OK. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es attardé à Forge of Fury contrairement aux autres aventures présentes dans Yawning Portal? Parce qu'il y en a vraiment qui sont excellentes dans l'eau, c'est pour ça. Le niveau, premièrement, parce qu'il était niveau 3. OK. Fait que déjà, ça, c'était un critère que j'avais, mais c'est aussi, je trouvais que c'était une aventure D&D classique. Oui. Puis j'avais jamais roulé d'aventure préfaite de D&D, fait que là, j'avais envie d'essayer ça. Puis de voir justement qu'est-ce que le jeu propose comme aventure classique. C'est quoi la base de ce jeu-là quand tu joues comme les gens qui l'ont inventé proposent de le jouer? OK. Puis t'as aimé ça? Ah oui, moi j'ai eu un malin plaisir à rouler ça. Je pense que mes joueurs aussi, il y avait des moments très dangereux. Tu sais, le dragon à la fin, ils ont passé au travers, mais c'était pas dit. Là, à toutes les games, je leur disais, vous allez peut-être mourir aujourd'hui, puis c'est correct, là, on roule d'autres bonhommes, puis on se fait un autre game, là, mais c'est dangereux. Tu sais. Okay. Est-ce que tu en ferais d'autres comme ça?
Ben, comme je t'ai dit, j'ai déjà le Dungeon of the Mad Mage qui est prêt. Je voulais le rouler jusqu'au niveau 3, jusqu'à Skullport. Mhm. Puis à partir de là, m'en aller dans White Plume Mountain. OK. Shit. OK. Hey, là, Mais, on name mais drop des choses. Là. OK. c'était mon itinéraire, mettons. OK. Puis malheureusement, mais comme tout, c'est ça, comme tu dis, comme toute bonne game de donjon, il y a une game, puis c'est tout. Ben, je l'ai encore. On peut encore la rouler, là, tu sais, mais c'est ça, il faut trouver le temps. Puis, tu sais, il y a des gens là-dedans qui startent des familles, puis tout le kit, ça prend beaucoup de temps dans une vie. Fait que Effectivement. c'est pas dit là, qu'on va être en mesure de le rejouer demain, mais au cas où, je l'ai encore dans mon sac, là, si jamais je trouve un groupe qui veut rouler Dungeon of the Mad Mage, je suis prêt. OK. Ben écoute, on lance ça à l'univers. Les personnes qui... non, c'est pas vrai. Les personnes qui nous écoutent, vous pouvez contacter Philippe. Jouer dans... Mais pour vrai, je te le souhaite parce que je l'avais commencé dans Dungeon of Mad Mage aussi, puis moi, j'ai adoré ça. J'étais vraiment content, en fait, qu'ils sortent un méga donjon pour la 5e édition. Là. J'étais vraiment, vraiment surexcité par les possibilités que ça pouvait offrir, même si, justement, c'est pas quelque chose que je ferais en streaming, ça n'aurait aucun bon sens. Non, c'est ça. Donc, Mais dans le plaisir privé, c'est vraiment oui, excellent. absolument, absolument. OK, cool. Ben, écoute, on va aller avec une prochaine question. Mais là, ça m'a comme vraiment stické dans la tête. Là, j'ai ouvert la page Wikipédia de Forge of Fury. Je suis juste comme genre, oh, wow. OK. Fait que là, on continue. Fait que prochaine question qui roule. Boop. OK. Question c'est une question générale, mais en même temps, elle aurait pu être vraiment spécifique pour toi aussi. Trouver son plaisir dans une partie qui n'aurait pas l'humour au premier plan. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible pour toi? Euh, oui et non, parce qu'instinctivement, surtout si c'est pas un setup humoristique, je vais être encore plus tenté de faire des jokes. Genre, exemple, une game d'horreur, horreur. Ah, je vais avoir le goût de puncher, là, puis de clasher, puis de briser le ton de temps en temps, là, juste pour comme détendre un peu l'atmosphère, tu sais. OK. Je vais avoir de la misère à me retenir, mais je suis capable aussi de le jouer. Mhm. Euh, je pourrais, mais je ne m'investirais pas comme dans une game à long terme si l'humour est banni parce que c'est trop un réflexe naturel dans mon interprétation du jeu de rôle, tu sais. Dans un one-shot, par exemple. Je pourrais jouer un one-shot sérieux, mettons qu'on joue à Ten Candles, là, puis qu'on se dit, hey, on fait vraiment un setup là, très horreur, puis c'est triste, puis c'est tendu. Drame. Ouais. Ouais, je pourrais le jouer, mais c'est ça. C'est pas mon bassin préféré, là, le bassin horreur sérieux. Euh, J'apporte toujours plus de légèreté qu'il en faut dans ces contextes-là. Puis des fois, je peux frustrer certains joueurs qui sont là pour vraiment le contexte horreur aussi. Fait que c'est peut-être pas mon lieu approprié. Tu sais. Le balance, c'est intéressant. Est-ce que c'est déjà arrivé? Que tu as justement comme dans une partie qui avait un ton quand même assez dramatique, assez sérieux, assez horrifique même peut-être, et que justement de ta légèreté, de ton humour, ça l'a un peu peut-être fait déloger certains d'autres joueurs qui étaient impliqués dans l'histoire. Je pense pas parce que j'ai jamais joué, j'ai jamais été dans ce contexte-là. OK. Tous les gens avec qui j'ai joué avaient toujours un niveau d'humour dans leur partie. Fait que, comme je te dis, je ne l'ai pas vécu, mais je suppose que quelqu'un qui aimerait ça Ouais. être en totale immersion, ça pourrait être frustrant. OK. Ben, écoute, c'est bien correct aussi. Au final, il faut de tout. Puis chaque personne va un peu chercher ce qu'il veut dans une partie de jeu de rôle. Puis pour certains, ben, c'est super sérieux tout le temps, alors que pour d'autres, ben, justement, il y a une certaine légèreté qu'il a besoin. Moi, je comprends très bien le besoin de vouloir avoir justement quelque chose d'un peu plus. Que ce soit pas tout le temps comme prenant, comme si on était en train de mourir pour de vrai. Là. Fait que je comprends très bien ce que tu veux dire. Parfait. Fait qu'on y va avec une prochaine question. Ben, d'ailleurs, David, tu me fais penser. La game de Ten Candle, est-ce que tu étais dedans, celle que vous avez faite avec des vainqueurs? Non, je l'ai monté, mais j'étais pas OK. dedans. OK. C'était entre autres avec Elizabeth Simpson, que Oui, tu as name oui, droppé au début. oui. Donc, tu vois, hein, tout est dans tout. Tout est dans tout. Puis c'était Tony qui joue dans Des Vaincus Yorpos, qui était le DM, puis Oui. qui s'essayait à être DM dans cette aventure-là. Puis c'était à la fois horrifique et à la fois comique de le voir DM. Oui, c'était quand même drôle, mais en même temps, ça marchait très bien. Je trouvais que il y avait une très bonne balance entre les deux. C'était vraiment pas. Parce que tout le temps dans le drap puis dans l'horreur, ça vient que ça fait diluer en fait la valeur de l'horreur. C'est tout le temps dans un aspect où est-ce que c'est tendu, ben au final, il n'y en a pas de tension parce que tu es tout le temps prêt à avoir peur. Là.
Donc, oui, c'est les contrastes qui créent l'effet. Hein? Oui. Fait que je comprends très bien. Okay. Prochaine question. OK. Oh, OK. Là, j'avais hâte de pogner celle-là. J'espérais la pogner. Fait que ça, c'est spécifique pour toi. OK? OK. Philippe, tu as un diplôme supérieur en musique de film. Oui. OK. Fait que je vais te nommer des compositeurs de musique de film. OK. Et j'aimerais ça que tu me dises quel genre de partie que tu verrais avec leur musique en général. J'ai aucune idée si ça fonctionne, ce que je dis, parce que j'ai pas d'études dans là-dedans. Fait que ça se pourrait être bien que tu me dises, oui, t'as pas rapport de dire ça. Mais je te nomme, drop des compositeurs de musique, puis tu me dis quel genre de partie de Donjon Dragon ça t'inspire. OK? Hey, je vais essayer. On brainstorm. OK, on brainstorm. Pourtant, je suis allé chercher quand même je suis pas allé chercher du obscur, là. Je suis allé dans le très, très, très général, là. Fait qu'on commence avec John Williams. OK, ben, l'affaire simple à jouer, ce serait un Spelljammer avec la musique de John Williams, évidemment. Surtout que ça vient de sortir, en passant tout le monde. Mettez la main sur Spelljammer, c'est cool, c'est dans l'espace, c'est funky. C'est drôle, un peu comme les films où John Williams fait la musique. Il y a toujours une petite flûte là, qui vient faire une apparition comique. Fait que ça s'intégrait super bien avec Spelljammer. Puis c'est sûr que c'est une aventure épique à grand déploiement où il y a plusieurs factions d'impliquer. Puis c'est un enjeu mondial. Oui, assurément. C'est sûr que oui, c'est un enjeu mondial. C'est très bien dit. OK. Deuxième, Hans Zimmer. Ah ouais, là, c'est grave. C'est une game plus sérieuse. Ouais. Puis il y a beaucoup de jeux de temporalité. OK. Le monde passe du futur au passé. C'est pas nécessairement dans d'autres dimensions, mais mettons, on apprend des affaires de l'histoire que finalement ça se déroulait dans le passé. Ouais. J'ajouerais comme ça, cette game-là. Puis il y a beaucoup de scoops qu'on apprend. Il y a des révélations, parce que là, tu peux mettre des gros cuivres là, qui font comme point quand il y a des révélations. Puis c'est vraiment très cool d'utiliser Hans Zimmer comme ça. OK, parfait. J'apprécie beaucoup. Okay, encore, j'en ai plein. Mais au final, je vais en sortir juste 4. Là, on va s'arrêter à 4. Oui. OK, troisième, là, ça va être un petit. Encore une fois, c'est un trait très commun. Là. Danny Elfman. Ah ouais, ça, c'est une aventure quirky, comique, mais weird. Les personnages ont tous comme des défauts bizarres ou des déformations, tu sais. Puis ça se passe dans un petit village. C'est pas une affaire mondiale, ça. C'est vraiment plus petit. Personnel, OK. Ouais, c'est ça. C'est une affaire plus personnelle. Mettons un gars qui a une boutique là, de vieux objets, là. Comment t'appelles ça? Là? Une boutique d'antiquaire. Ouais, c'est ça. Ça se passerait dans ce coin-là, tu sais, puis elle tombe sur un objet vraiment weird là, qui a comme un impact sur le village, puis il essaie de démystifier un peu qu'est-ce qui se passe avec ça. Moi, je verrais ça. OK. Très cool, très cool. Puis un dernier, juste pour la route, et je vais en prendre un qui est peut-être un peu moins comme le triptyque commun qu'on voit tout le temps passer. Là. On va dire Alexandre Desplat. Hey, je savais que c'est ça que tu allais me dire. T'es-tu sérieux? Je ne sais pas pourquoi, mais je savais que c'était ça. Puis je préparais ma réponse. Puis ça, je trouve que c'est une aventure de voyage. Okay. Il y a beaucoup... ça se passe en allant d'un point à un autre, cette aventure-là. OK. Fait que c'était vraiment beaucoup de... Dépendamment du moyen de transport, il y en a probablement plusieurs, que ce soit en charrette, en bateau, à vol de griffon, mais c'est beaucoup dans l'expérience du voyage puis comme les impasses qu'il y a au travers de ça. OK. Merci. Merci, Philippe. C'est très apprécié. J'aime ça comme exercice. Hey, c'était le fun. J'ai vraiment aimé ça. Écoute, ça fait plaisir. Il y en avait quelques autres aussi. J'avais sorti genre Vangelis, Clint Mansell, quelques-uns comme ça. Tu m'as donné les bons, là, parce que là, avec Vangelis, là... Ça aurait été un peu plus... Ça aurait été dévaincu. Ça aurait été... Oh, c'est bien dit. On y va avec une prochaine question. C'était ma petite question thématique. Je suis content d'avoir pogné. On y va avec... Ah, OK. Ça aussi, c'est une question spécifique pour toi. Est-ce que le jeu de rôle... Parce que souvent, on va parler plus du contraire, mais là, je te pose la question. Est-ce que le jeu de rôle a eu une influence sur ta manière de faire de l'improvisation? Pas vraiment. En fait, le jeu de rôle, c'est mon improvisation préférée. OK. C'est bien dit, ça. Wow.
Je te dirais, moi, j'ai fait de l'improvisation au cégep. Puis après ça, j'ai arrêté. Parce que j'aime pas ça, la compétition puis le combat d'ego. Je trouve pas que Hey. c'est fertile pour la créativité saine. Mm-hmm. Il y a beaucoup de créativité qui se fait, là, mais je trouve pas qu'elle est nécessairement saine tout le temps. C'est beaucoup au détriment des autres. Puis dans Donjon Dragon, on est tous dans la même histoire, on joue tous dans la même équipe. Puis je trouve que c'est une improvisation qui apporte beaucoup plus de positif dans l'aspect social du jeu que l'improvisation théâtrale en général, qui est très axée sur l'ego des gens souvent. Ben, j'ai arrêté l'impro pour la même raison que toi. C'est exactement la même chose aussi. C'est tout l'aspect très, très compétitif et très. Il y a comme un certain, pas un besoin, mais un certain besoin justement d'être sur l'avant-scène aux dépens des autres, beaucoup. Et, Mais il y a des joueurs d'impro super oui, généreux. oui, Là, oui, puis... oui. Je veux dire, vous êtes une gang d'impro, là. Je veux dire, je vous aime Oui, tous puis d'amour. Fait qu'il y a pas de. tu sais, à haut niveau, il y a des joueurs qui n'ont vraiment pas cette attitude-là non Oui. plus, là, que ce soit dans la LIM, la LNI, tu sais. Il y en a qui l'ont encore, mais c'est pas grave. J'avais juste pas le goût de m'impliquer plus dans ce milieu-là, mais j'avais le goût d'écrire des histoires, j'avais le goût de faire des jeux de mots, comme en impro, tu sais. Fait que je retrouve tout ça dans le podcast. Puis, étant donné que c'est comme du jeu spectacle, tu sais, c'est un peu comme de l'impro encore plus quand Oui, tu ben fais un oui. podcast avec. Fait que j'ai vraiment tout retrouvé ça en faisant des vainqueurs, des vaincus, puis je pourrais pas demander mieux, là, c'est mon impro préféré. Est-ce que tu apprécies encore voir de l'impro? Je vais plus vraiment en voir. Écoute, j'ai quitté aussi quand j'ai quitté le cégep, après je suis retourné en musique. Oui. J'ai étudié en jazz, puis j'ai laissé de côté l'impro théâtrale pour l'impro musicale, qui est un peu plus collective aussi, là. Puis je vais plus voir des shows de musique que des shows d'impro, je te dirais maintenant. OK. Ben, en fait, je posais la question parce que ma question d'après, c'était est-ce que tu irais voir des personnes justement faire de l'actual play sur une scène? Un peu comme justement de Hmm. l'impro, parce que je vais dire, il y en a qui en font, et tu game en a déjà fait, nous autres aussi, on en a déjà fait de notre côté, vous en avez fait au Festipod. Ouais. Ben, Ouais. on l'a pas fait au moment où on se parle, mais oui, oui, ça Ça s'en sent vient. bien, oui, ça sent bien. Ben, ça va être, Euh, probablement que ça va ouais, être ouais. fait, il faut que ça va sortir, mais oui. Oui, c'est une belle twist que tu as faite. C'est une Excuse-moi d'avoir démonté ça. non, belle temporalité à la Hans Zimmer. J'essaie des affaires, là. J'essaie des choses. J'essaie des choses. OK. Mais bon, j'irais, je sais pas en aller en voir live parce que je trouve que c'est comme du slow TV un peu. OK. Regarder des actual play. Puis j'aime ça faire ça chez nous à des moments où je suis vraiment off. Là, mais je serais pas contre aller en voir de temps en temps des événements spéciaux. Je courrais pas les actual play en personne. OK. Mon mode de OK. consommation est plus dans mon quotidien Oui, que oui. de façon événementielle. Tu sais. Oui, oui. Ben, je pense que de mon côté aussi, je pense que je suis plus là-dedans en faisant autre chose, que ce soit cuisiner, faire ménage ou autre, là, dans mes oreilles. Là. Mais OK. Et dernière sous-question en lien avec ce sujet-là précis, parce que je trouve ça curieux. Ben, pas curieux, mais je trouve ça intéressant. Est-ce que tu penses que tu retournerais faire de l'improvisation dans un contexte où il n'y aurait pas vraiment, on va dire, d'équipe, puis ça serait vraiment plus comme juste un tas de monde, puis ça embarque ou ça ressort, puis c'est un peu justement quasiment comme une game de jeu de rôle, sauf qu'il n'y a pas vraiment de lancer de dés. Mais je pense qu'il y avait une ligue comme ça dans les bars à Montréal à un moment Ah donné. oui? Mais je pourrais pas te nommer là, la ligue en soi, mais j'avais déjà entendu parler de ce concept-là, juste un bassin de joueurs qui font des impros. Mais j'y retournerai pas. Non, j'ai plus ce besoin-là de faire ça parce que, comme je te dis, ce besoin-là est comblé dans ma vie. Par le jeu de Euh, rôle. Par le jeu de rôle, par la musique. J'ai plus besoin de retourner faire de l'impro, vraiment. Euh, Puis j'aime vraiment mieux le jeu de rôle, en fait. Là. Fait que, comme je te dis, non, je ne retournerai pas. OK. Ben écoute, c'est bien correct. J'étais juste curieux. Curieux. Ah, Parfait. Fait que je vais effacer mes 15 prochaines questions que j'avais en lien avec sur ça. l'impro, ben oui. Sur l'impro, parfait. Fait qu'on y va avec une prochaine question. Mais avant toute chose, est-ce que ça va bien? Trouves-tu que ça se déroule bien? T'aimes-tu Ben, à ça date, comme c'est pas exercice? pire. Ben, le bout que tu piges les questions, c'est long un peu, tu sais. OK. Le reste? Mais le C'est-tu reste, correct? oui, c'est vraiment cool, Pépé. C'est une Parfait. super belle discussion qu'on a. Parfait. OK, je vais essayer d'être plus rapide. Ben non, je te niaise. Non, je sais bien. On y va avec une prochaine question. Oups.
OK. Encore une fois, spécifique à toi, parce que justement, votre partie, que ce soit pour les gens qui nous écoutent et qui ne vous connaissent pas, déjà de un, allez sauter là-dessus, allez écouter ça. De deux, que ce soit des vainqueurs, que ce soit des discussions ou justement des 12 échanges ou des vaincus, vous êtes en audio. Est-ce que tu aimerais ça jouer devant une caméra? Enregistrer avec justement comme les caméras qui vous filment pendant que vous jouez? On pourrait, ça a été discuté là, à quelques reprises là, dans nos meetings internes. Okay. Puis ce serait intéressant, mais je ne ferais pas le montage de ça. Comme j'ai déjà fait du vidéo dans la vie, puis je n'ai pas le goût de me taper du montage de 1 heure et demie avec plusieurs plans de caméra. Juste pour le poids de ces fichiers-là, puis le poids du montage que ça apporte, je ne le ferais pas. OK. Mettons à la Critical Role ou quelque chose, je pense, voyons, en Abitibi, là, ils se sont fait un studio. Oui, tu parles de la. Voyons comment ça s'appelle. Oui, je sais quoi tu parles. Oui, mais c'est plate, j'aimerais ça nommer leur chaîne, mais je ne l'ai pas. Là. RPG Suicide. Oui. OK, eux autres, mais c'est même pas eux autres que je pensais, mais oui, effectivement, RPG Suicide, ils ont une caméra fixe, par exemple. Ils ont quand même une caméra fixe, oui. Okay. Mais c'est ça, ils se sont montés un super beau studio. Mais c'est ça. Moi, je trouve qu'il y a un poids supplémentaire qui vient avec ça. Oui. Puis justement, un coût au niveau de l'éclairage, au niveau des caméras aussi. Là, je veux dire, en ce moment, on a ce qu'il faut pour s'enregistrer audio, puis on est allé chercher des affaires de plus avec les Patreons. Merci à nos Patreons. Des micros supplémentaires, un ampli pour écouteurs avec 8 entrées, puis qui fait qu'on peut super bien enregistrer audio. Puis moi, j'ai énormément de plaisir à faire le montage audio aussi, mais j'en aurais pas à le faire en vidéo juste à cause du poids et de la lenteur que ça aurait comme processus. T'sais. Est-ce que tu aurais le plaisir de le jouer devant la caméra? Est-ce que tu serais à l'aise? Tu aimerais ça? Ben, je serais à l'aise de jouer devant la caméra. Ça, j'aurais pas de problème avec ça. Je pense pas que c'est une question d'aisance. Dans notre situation à nous, c'est plus une question et de moyens et de production. C'est ça. C'est déjà, honnêtement, monter les épisodes, c'est déjà assez heavy là, sur l'horaire. C'est des épisodes d'1 heure, puis on fait, personnellement, je fais quand même beaucoup de montage juste pour que tout soit audible pour l'auditeur. Après, au niveau de la musique, des effets spéciaux, de la conception sonore, quand il y a des voix qui méritent d'être un peu agrémentées pour un personnage ou un autre. Tout ça, ça fait en sorte que monter un épisode, ça peut prendre, je sais pas, une quinzaine d'heures. Ah oui, un épisode, une quinzaine d'heures. Ouais. Quand même. OK. Moi, je suis comme surpris, mais c'est parce qu'en même temps, je suis sûr que tu dirais la même chose, exemple, à soit Félix ou Kim sur notre chaîne qui fait le montage, puis il ferait comme genre une quinzaine d'heures. Alors que moi, je suis comme genre, je sais pas, j'en fais pas, mais je suis juste comme, mon Dieu Seigneur, ça doit être tellement long. Mais OK, très intéressant. Merci. J'étais curieux de savoir. Tu sais, de notre côté, je dirais que on n'a pas vraiment on a comme l'avantage de toujours avoir enregistré à distance. Fait on a nos faces, mais ça reste TD, là, ça reste stable, on n'a pas de changement de caméra, on n'a pas rien du tout, on a toutes nos webcams, ça ressemble à ça. Là. Mais, oui, tu n'as pas l'écran. En fait, oui, à Aubélien, vous avez l'écran aussi du combat. Oui, mais ça se prend quand même. C'est pas. C'est Félix, pas Félix Francis. Oui, c'est Félix Francis souvent qui va intégrer ça, mais c'est vraiment c'est l'histoire d'un bouton que tu cliques pour que OBS puisse le prendre puis le transposer sur l'image, puis ça fait ça. Puis c'est une fois de l'installer, sauf que l'enregistrer et tout, il paraît que ça se fait quand même super bien. Mais comme je le dis, je parle au travers de mon chapeau sans vraiment le faire, puisque j'ai tenté une fois de faire un montage, puis on m'a dit fais plus ça. Fait que j'ai dit OK. On croit que c'est pas ma tasse de thé. Je vais m'en tenir au montage photo, puis à enregistrer des capsules là, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Tu le fais très bien. Mais merci. On a chacun nos expertises, c'est correct aussi comme ça. On y va comme ça avec une prochaine question. OK. Question générale, on en a parlé un peu tantôt, tu as mentionné un peu d'autres jeux comme ça, mais je suis curieux. D&D 5, oui, mais quoi d'autre? Est-ce que tu as essayé d'autres choses? Est-ce qu'il y a des choses que tu as essayé que tu as fait genre, ça c'est vraiment le fun, je voudrais que je rejoue, mais encore une fois, c'est une question de tout le monde veut jouer juste à D&D, fait que tu n'as pas d'autres joueurs. Il y a DCC, comme je t'en parlais au début. Oui. Ça, j'ai beaucoup aimé ça quand t'es arrivé avec ça dans le paysage, puis t'as dit regardez tout le monde, j'ai un jeu super le fun à vous présenter, puis je fais rien que parler de ça pendant un mois. J'ai accroché, j'ai lu la brique. Puis j'ai lu la brique?
Ben, à un moment donné, les spells, là, j'ai passé vite, là, mais OK, comme... j'étais genre comme tabarnache. OK. OK. Mais j'ai lu l'essentiel de ça, puis j'ai compris le plaisir du hasard Oui, ben dans ce oui. jeu-là, qui est vraiment intéressant, puis aussi la mortalité des personnages, qui Ouais, est un des aspects super plaisants du jeu aussi, c'est que les personnages meurent. Puis ouais. c'est quand même comique, je trouve. Ben, je sais pas d'un parti que tu as roulé là, si c'était plus Oui. sérieux, mais C'est très... dans... Non, 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 non. En fait, je pourrais dire DCC, c'est comme. C'est souvent c'est mon jeu de. Moi, je pourrais dire ça, c'est mon jeu c'est un peu mon jeu bonbon de mon feel, mon ressenti que j'avais quand je jouais à Donjon Dragon dans les premiers temps, où est-ce que c'était du plaisir, c'était du fun, c'était pas de drame, c'est pas. Je suis un gros fan d'horreur, mais DCC pour moi, c'est pas comme un jeu d'horreur. Non, non, c'est du fun. C'est du gros fun. Ben, Ouais. c'est ça. Puis, tu sais, on prend plaisir justement à dire, ah, là, ce personnage-là, ben, il était poche, puis il est mort. Puis, Ouais. on passe au prochain. Puis, lui, ben, c'est un monsieur ordinaire. Puis, il Ouais. y a une pelle. Puis, il essaye de faire de son mieux. Puis, je trouvais ça super intéressant, ce concept-là. Euh, Fait que, oui, ce jeu-là particulièrement, j'aimerais ça l'essayer plus sérieusement à un moment donné, à Mhm. place de juste lire puis checker des actual plays. Mais à part de ça, comme je te dis, je trouve que dans D&D 5, le canevas des mécanismes est assez large que tu peux jouer à n'importe quoi avec ça. Puis si tout le monde a un knowledge basic des règles, tu peux faire une game qui est à l'école secondaire, mais tu peux faire une game qui est aussi sur la planète Ouidou, avec une civilisation inventée. Puis comme il n'y a pas, je trouve que faire juste du high fantasy, c'est quand même se limiter parce que le système peut t'emporter vraiment plus loin. Tu sais. OK, là, ça me fait poser une question que je trouve intéressante. Est-ce que, est-ce que le high fantasy, c'est un peu ton cadre préféré? Oui, d'une certaine manière. Écoute, quand j'étais enfant, j'étais très ninja parce que les années 90 sont comme vraiment, tu sais, les Ninja Turtles, le Ninja de Mhm. Beverly Hills, les trois ninjas. C'était Le ninja de Beverly. Oui, effectivement. Mais Effectivement, tout oui, oui. était ninja. Tout était Mortal effectivement. Kombat. C'était ninja ou dinosaure. C'est un des deux. Ben, j'étais les deux, puis tu Ok. réglais tes problèmes avec des savates puis des kicks, là, en Ouais. tout cas. Puis après ça est arrivé au tournant 2000, Lord of the Ring, puis là, je suis tombé là, à fond là-dedans, puis j'avais comme 11 ans, puis c'était ce que j'attendais. Là. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a vraiment parlé, puis j'étais genre, hey, c'est vraiment cool, les orques, les épées, toutes ces affaires-là. Fait que depuis ce temps-là, je suis quand même in tune avec le high fantasy, Ok. puis c'est un milieu dans lequel je trouve ça intéressant d'écrire des histoires. Mais encore là, on fait des histoires de Ghostbusters des fois, puis on en a fait plusieurs dans le privé aussi. Puis c'est une affaire le fun aussi, là, d'être un chasseur de fantômes, un milieu X, là, genre souvent les années 80. Euh, Ça donne un autre edge, puis l'histoire est aussi le fun à raconter, tu sais. Fait que oui, high fantasy, j'adore, mais je peux jouer ailleurs, puis je suis pas décontenancé. Je suis pas très sci-fi, cependant. OK. Fait Je que, sais que exemple, Louis-Philippe et oui. Sébastien, les deux sont à fond là, dans l'espace. S'ils peuvent y aller, ils vont y aller. C'est moins mon genre, mais je peux me prêter au jeu puis ça va me faire plaisir aussi. Tu sais. OK. Est-ce que tu savais qu'il y avait un module, parce que DCC, c'est un peu ça aussi la beauté de la chose, c'est qu'au final, il y a peu, tu sais, c'est comme D&D, il y a une licence ouverte qui permet en fait la production de produits divers et variés qui ne sont pas officiels, mais qui ont quand même une très bonne réputation dans le milieu. Et il y a un module de DCC qui se nomme Ninja City, et c'est dans le fond jouer des ninjas dans une espèce d'ambiance vraiment, je te dirais, industriel années 80, là, genre Ninja Turtle, là, avec genre des méchants qui n'ont aucun bon sens, que c'est des scientifiques, puis ils font des expériences, puis là, t'as ton ninja, là, genre ninja blanc, ninja, ils ont tous genre des noms de code qui n'ont pas de bon sens, puis une vie de le jour, genre vendeur de hot dog, mais le soir, c'est un ninja, là. Des choses comme ça. Ça Hey, pourrait vraiment être quelque Oui, chose d'incroyable, ça, par exemple. ben, je me retrouverais beaucoup là-dedans. Là. C'est vraiment ça que je consommais quand j'avais OK. 8 ans. Fait que... J'en dirais que j'attends l'opportunité de pouvoir jouer à ce maudit jeu-là, ce module-là. On s'en reparle, on s'en reparle. Oui, oui, tu m'appelleras, Il y a, je vais il y venir a- jouer ça. il y a quelque chose à faire, je suis sûr que oui. Parfait. Il va y Fait avoir du Aya au pied carré. ah, Là. oui, il va avoir du Aya puis assurément du lançage de shuriken à deux mains en même temps, là, sans cesse. Parfait. On y va avec une prochaine question. Et après ça, je pense que ça va être la dernière. Malheureusement, ça passe tellement vite qu'on a du plaisir. Prochaine question. OK.
question générale, mais en même temps, je trouve que ça fait une belle question de fin parce qu'on n'a pas de temps à aborder ça. On a resté comme très actuel. Parle-moi en fait de ta première expérience de jeu de rôle. C'est weird ça, pareil. Ma première expérience, mon souvenir de ma première expérience de jeu de rôle, c'est en 5e année. OK. Il y a une prof qui était crinquée raide, qui a essayé de faire jouer 20 élèves de 5e année à D&D, I guess. Là. Puis là, on a tout fait nos personnages, on a inventé nos noms, puis on y avait des stats de base. Je me souviens que j'étais un acrobate. OK. Puis là, on était tous assis en cercle dans la classe. Puis là, il y avait comme des obstacles. Puis on roulait les dés pour savoir si on arrivait à passer au travers. Puis ça, c'est ma première expérience avec le jeu de rôle à proprement parler. Et puis si maintenant on va à la deuxième expérience qui est peut-être un peu plus mémorable en termes de. On va dire l'expérience qui a comme un peu en quelque sorte déboulé vers le jeu joue quotidien. C'est pas comme la première expérience qui fait comme hey, c'était-tu du jeu de rôle, je suis comme pas sûr, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est que par après, ça m'a comme triggered. Puis je pense que j'ai fait des lectures de D&D. Puis je voulais pas imposer ça à mes amis, mais je leur faisais jouer des aventures où je roulais un D20 sur des moments clés. Puis, tu sais, il y avait des items qu'ils trouvaient, puis il y avait en tout cas des ennemis, puis tout le kit. Fait que j'ai quand même été un peu DM d'un jeu de rôle très flou à certains moments, à la fin de mon primaire, début de mon secondaire avec des amis. Puis après ça, rendu secondaire 4, il y avait du parascolaire D&D à l'école. Là, j'ai joué T'es-tu sérieux? Ouais. Puis je me suis inscrit, puis là, c'était des gens, justement, genre secondaire 5, là, qui avaient le goût d'aimer des games. Là. Puis je me suis inscrit là, puis il y avait 2, 3 tables. Puis moi, j'étais à une table, j'ai roulé un bonhomme pendant une couple de sessions. Puis ça, c'était très cool aussi. Puis par la suite, on a joué avec des amis, dont Andréane et Étienne, dans une partie privée comme en 2012, où là, j'ai joué un swashbuckler. Puis là, j'étais plus dans la conscience de jouer à D&D puis d'être dans un jeu de rôle puis que c'est le fun. Mais on était encore à 3.5. Puis finalement, ouais, c'est ça. Puis saute en 2017-2018 où LP a organisé une game avec des amis communs que j'avais. Puis là, on est entré dans la 5e. Puis à partir de là, ça a pu décrocher. Tu sais. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose qui explique. Ça, je suis tout le temps curieux de le savoir parce que ça arrive. On dirait que ça arrive dans toute la vie de chaque rôliste qui existe. Est-ce qu'il y a une raison qui explique l'espèce de pause entre 2012 et 2017-2018? Plus ou moins. J'ai toujours aimé ça, mais c'est parce que c'est un rendez-vous social, puis ça prend le DM. Puis c'était la personne qui était extérieure à notre groupe d'amis, le DM, à ce moment-là. OK. Fait qu'à un moment donné, il est parti vivre sa vie, puis nous autres, on continuait à se voir souvent, mais il n'y avait juste pas le DM pour jouer. Oui, je comprends. Puis c'est ça, mais honnêtement, la 5e édition, ça a tellement comme ravivé la flamme que là, il y avait des tables qui commençaient à exister un peu partout, puis c'était facile de trouver du monde avec qui jouer. Puis je pense que c'est ça. C'est vraiment là que le hook est arrivé. Mm-hmm. Dans cette partie qu'on joue encore à ce jour, là, j'en ai parlé dans des 12 échanges là, en long, en large, là, avec tous les intervenants, parce qu'ils sont tous dans ce game-là un peu, où je joue Mario Pellerin, le barde conteur. Et c'est incroyable. Un personnage que je chéris encore à ce jour, qui fait du stand-up, en fait. OK. Oui. Mon Dieu Seigneur. OK. Et est-ce que. Ça m'a comme décontenancé, ce personnage-là que tu viens de mentionner, mais est-ce que ça t'a déjà. Comment je pourrais dire ça? Sans nécessairement dire. Je sois bien à l'aise là, sois bien à l'aise de répondre parce que des fois, je peux être conscient que ça peut comme être pas nécessairement gênant, mais des fois, je me rends compte que puis je suis un des premiers peut-être à le mentionner. T'as-tu eu ce moment-là dans ta vie où est-ce que tu as comme été gêné un peu de dire que tu faisais du jeu de rôle? Plus ou moins. OK. Écoute, je me promène pas dans la rue en disant je suis un rôliste, mais en même temps, il y a tellement d'aspects de ma vie que je me promène pas dans la rue en criant sur tous les toits que comme c'en est un autre, mais ça me dérange pas d'engager la conversation. Puis maintenant, à cause du podcast,
J'en viens à en parler pas mal plus vite, puis je découvre qu'il y a énormément de gens qui ont un historique de jeux de rôle. Là. En fait, dans les sphères sociales que je côtoie, peut-être que si j'étais dans un autre milieu que la musique ou que je sais pas, là, c'est surtout des musiciens avec qui je discute, puis il y en a énormément qui ont joué à D&D à gauche, à droite, là, ou qui ont un passé de rôliste. Donc, c'est assez répandu, je me rends compte. T'sais. C'est intéressant, par exemple, je ne savais pas. En fait, je n'ai aucune idée parce que je ne connais pas du tout, là, on va dire, le milieu de musicien, que ce soit au niveau scolaire ou autre, mais il y avait vraiment comme un bassin, on va dire, exemple, que quand tu as fait à l'université, tout ça, il y avait un bassin de gens qui, en musique, qui étaient comme vraiment des rôlistes assidus, qui avaient déjà joué à des jeux de rôle. Ben, écoute, les gens qui étudient en jazz à l'université, il y a un certain niveau de geekness d'impliqué. C'est pas rare qu'il y ait des gens là-dedans qui sont des gamers ou qui aiment beaucoup les mangas ou qui sont rôlistes d'une certaine manière. Fait que tous les milieux qui sont un peu plus geeks, je te dirais, ont quand même un fort potentiel. Je suppose qu'en cinéma, tu peux retrouver un certain nombre de gens aussi qui ont un attrait pour le storytelling que le jeu de rôle propose, puis la mise en scène de tout cet univers-là. Fait que d'après moi, dans les milieux artistiques, ça peut être assez simple de trouver des rôlistes. Oui, je crois aussi. Et dernière sous-question, après ça, on va passer à ma question bonus et ça va être malheureusement tout pour cette entrevue. Sous-question encore sur ce que tu viens de dire. En fait, 2 sous-questions. La première étant, où est-ce que tu as trouvé un D20 quand tu étais au primaire? Je suis allé à une boutique de jeux de rôle de ma ville natale de Brossard. Je crois que ça s'appelait le Dragon Magique. Incroyable. C'est le nom d'une boutique de jeux de rôle, ça. C'est très à propos, hein? Oui, définitivement. J'ai acheté un set où il y avait comme des figurines. Oui. Puis un tapis de base, I guess, puis il y avait un set de dés. Fait que j'avais un D20 dans ce set-là. Puis en feuilletant rapidement 3.5, je me suis rendu compte que c'était pas mal le dé de base pour la plupart des rolls. Fait que c'est pour ça que j'avais un D20. OK. Je posais la question dans mon village natal, je ne pouvais pas mettre la main sur un D20. C'était comme impossible. J'ai longtemps joué avec des D6, ça a été ça. Là. Mais OK, parfait. Comment tu jouais avec des D6, excuse-moi? Ben, je sais qu'au final, c'était comment déjà? C'était-tu? Je pense que c'était comme une affaire comme les gens roulaient. Au lieu de lancer un D20, tu lançais comme 3D6, fait que le maximum que tu pouvais avoir, c'était 18, fait que c'est comme pas trop loin de 20. OK. Ouais. C'était. Non, mais moi aussi, j'ai eu ma passe de comme jouer à des jeux de rôle, mais c'est pas vraiment un jeu de rôle parce que j'avais pas les livres ou j'avais pas les choses. Là, fait que c'était comme juste de quoi. De quoi. Mais OK. Puis ça me fait, oui, ma deuxième question parce que j'étais trop stimulé par le dragon magique. C'est encore ouvert, ça? Non, maintenant, c'est remplacé par une boutique qui propose les mêmes choses, mais qui s'appelle le Check Swing. Le Check Swing? Regarde, je sais pas. Fouille-moi, mais je pense que c'est une affaire de baseball, peut-être, là. Parce qu'ils ont des cartes sportives en plus, d'avoir des BD, puis des affaires de jeux de rôle, puis c'est comme cartes et BD en tout genre. OK. Intéressant. Check Swing. OK. Hey, on va y aller avec ma question bonus. Ma question bonus que je pose à chaque invité, en fait, que ce n'est pas une question que je pige, c'est une question que j'avais déjà préétablie et que j'ai faite spécifiquement pour la personne à qui je passe en entrevue. Et pour toi, mon cher Philippe, j'avais une question qui était, mettons que tu pouvais avoir le temps d'une partie dans la campagne de Des Vainqueurs, incarner un autre personnage. Et ce personnage devrait être, on va dire, l'antipode et même, on va dire, l'antagoniste principal des frères Saucier. Qu'est-ce qu'il serait? Ben, j'ai déjà fait. Pour la petite histoire, on a joué des parties préalables à celles qu'on joue en ce moment. Il y a eu comme des parties tests avant. Puis j'ai joué un personnage très mémorable qui est relativement à l'antipode des frères Saucier, qui n'est pas nécessairement un némésis à proprement parler, mais qui est existant encore dans l'univers. Je pense que LP l'a mis quelque part dans le background, qui est le Baron Ballet. C'est un chasseur noble qui est toujours accompagné de son caddie, Kevin.
Et il est très obsédé par le bestiaire de Lord Balgin Weasel, qui est le bestiaire le plus populaire de l'univers de Des Vainqueurs. Et il s'y réfère toujours au début de chaque combat. Il est très, très, très poltron. Donc, aussitôt qu'il y a un combat qui éclate, il va aller trouver un refuge pour feuilleter son bestiaire et savoir de quoi il en est question. Puis, c'est un personnage qui est ultra avare, ultra noble. Et super haïssable. Tout le monde me détestait après une session. OK. Ah, je suis triste de ne pas pouvoir le voir. J'aurais aimé ça. Peut-être qu'un jour, il refera surface, mais c'est un personnage existant quand même dans le lore. Puis tu penses que ça ferait un bon personnage, un bon antagoniste aux frères Saucier? D'une certaine manière, oui, parce que justement, les frères Saucier sont beaucoup dans la sauce, c'est beaucoup le partage, l'amour, la positivité. Tu sais. Oui. Tandis qu'il y a beaucoup d'avarice puis d'ego dans le baron Ballet. Puis, tu sais, c'est le genre de personnage qui pousse son caddie en avant pour que lui, il prenne le dommage, mettons. Qui a vraiment aucune considération pour les autres parce qu'ils sont des petits paysans. Okay. Fait que, tu vois, je trouve qu'il y a quand même un aspect antagoniste. Puis c'est sûr qu'ils ne s'aimeraient pas l'un et l'autre, définitivement. OK. Très bonne question. Très bonne réponse, en fait. Merci, monsieur Murray, le baron Ballet. Je vais m'en rappeler. Ça m'inspire pour un personnage. Mais c'est ce qui conclut, en fait, notre entretien de montée de niveau avec monsieur Philippe Murray de la chaîne des Vainqueurs et des Vaincus et bien sûr maintenant des 12 échanges. Est-ce que tu apprécies ton expérience, Philippe? C'était merveilleux, Pépé. J'ai hâte qu'on joue notre partie de ninja. Ça serait quand même vraiment cool. J'aimerais vraiment ça. Ça me titille depuis longtemps. Écoute, encore une fois, merci beaucoup d'être venu discuter avec moi, d'avoir répondu à mes moultes questions. Merci à toi. Écoute, ça me fait plaisir. Et avant de te conclure, dis-moi donc, des vainqueurs, des vaincus, des 12 échanges, tout cela, où est-ce qu'on trouve ça? Ça se trouve sur toutes les bonnes plateformes de streaming audio. Je ne veux pas faire de pub pour Spotify, mais c'est sur Spotify. On a aussi notre chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez écouter, encore une fois en audio, tous nos trucs. Si jamais au travail, vous n'avez pas accès à Spotify, vous pouvez aller sur YouTube. Ouais. C'est très possible. Puis sinon, c'est pas mal ça. On va être au Festipod dans le passé. C'est bien dit, effectivement, vous avez été au Festipod. Ça a été super beau, super mémorable. Merci. Fait que oui, effectivement, fait que vous êtes disponible absolument sur tout. Je pense quand même que vous avez votre site Internet aussi dédié. Oui, qui est en fait un agrégateur de liens. Là. Si jamais vous voulez trouver votre plateforme préférée, il faut aller sur le desvainqueurs.com et il y a tous les liens à cet endroit. Parfait. Bon, écoutez, fait que les liens, en fait, vont être disponibles sous la vidéo pour les gens qui sont curieux et qui vont vouloir jeter un coup d'œil. Encore une fois, merci beaucoup, Philippe, d'être venu discuter avec moi. Pour les personnes qui nous écoutent présentement, je vous encourage fortement de liker, partager, laisser un petit commentaire en dessous si vous avez des questions à Philippe concernant, en fait, la campagne en cours des vainqueurs, concernant, peu importe, peut-être des 12 échanges plutôt, ou est-ce qu'il y a eu justement des discussions qui ont été faites avec les différents membres de l'équipe de des vainqueurs et des vaincus, ou autre chose. Peut-être même que vous avez des questions en termes avec certaines questions musicales, peut-être que Philippe pourrait vous répondre en commentaire. Laissez ça en dessous et on se dit, messieurs, dames, à la prochaine. Bye.